C'est exposé tous mes collègues généticiens améliorateurs de l'unité d'Orléans. Donc moi ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est vous présenter en deux parties un peu un état des lieux des variétés forestières améliorées actuellement diffusées. Donc ce qui est important, c'est de savoir ce qui est disponible aujourd'hui aux reboiseurs à partir finalement d'un travail de sélection qui a été fait depuis 15 à 30 ans. Donc vous voyez qu'on est dans des délais de temps. On voit aujourd'hui, on est mis à disposition aujourd'hui le résultat de travail de sélection qui sont faits dans un contexte choisi il y a déjà pas mal d'années. Et je voudrais, dans une deuxième partie, vous parler plutôt de ce qui évolue actuellement pour de nouvelles innovations génétiques qui devraient être sur le marché d'ici 10 à 15 ans. Donc on est obligé, nous, de prendre en compte maintenant le contexte de future utilisation de ces variétés du bois, parce qu'on est obligé de travailler 15 ans en avance. Donc ça devient extrêmement difficile, donc on voit bien que tout le monde a du mal à faire de la prospective sur des usages à très long terme, mais nous on est obligé de rajouter 15 ou 20 ans d'avance pour essayer de l'intégrer dans nos activités. Alors en matière de ce que j'appelle variétés forestières améliorées, je vais me limiter au matériel de reproduction des catégories dites qualifiées et testées, c'est-à-dire que ça ne correspond pas à tous les plans, à tout le matériel forestier de reproduction qui est vendu, mais bien à la partie qui a fait l'objet finalement d'un choix, soit sur l'origine génétique, soit sur des performances qui ont été testées dans des conditions forestières avec des itinéraires sylvicoles d'une certaine façon et pour un certain nombre de critères de sélection. Donc si vous voulez avoir une idée de la liste des variétés améliorées au registre national français, donc en 2014, il y avait des variétés forestières améliorées pour 14 espèces principales, donc sous la forme donc, soit de graines collectées dans des vergers à graines, soit ce qu'on appelle des parents de famille, c'est lorsqu'on fait de l'hybridation et ce que l'on vend, c'est des hybrides entre des parents connus, soit du matériel qui est diffusé par voie de multiplication végétative sous forme de mélange clonal ou alors de clones individuels, comme dans le cas du peuplier ou du merisier. Ces variétés améliorées, actuellement, il faut savoir qu'il y a à peu près 400 hectares de vergers à graines en production, ce qui est de toute façon, qui correspond à des surfaces qui sont aussi en expansion. En matière d'utilisation, il ne suffit pas d'avoir des structures de production, il faut encore connaître l'utilisation qui est faite de ces variétés. Alors si on prend les statistiques de vente de plants en 2013-2014, j'ai surligné ici en jaune les espèces pour lesquelles on dispose de variétés améliorées produites donc, en verger à graines ou sous forme de multiplication végétative. Donc vous voyez que le résultat des efforts de création variétale initiés dans les années 1970 pour les grandes espèces du Fonds forestier national et les grandes espèces, un grand nombre d'espèces résineuses, ça produit ses fruits puisqu'actuellement on a donc des variétés améliorées pour tout ce matériel. Ici j'ai mis la situation particulière de l'Epicéa sica pour lequel il existe des variétés améliorées mais qui ne sont pas améliorées par des programmes de sélection français mais qui sont améliorées par des programmes de sélection en Grande-Bretagne ou en Irlande pour lesquels on peut valoriser quand même le fruit de ce travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'approvisionnement du marché il est important pour ces espèces. Pour des espèces telles que le pin maritime, on arrive maintenant à dépasser les 80%, voire 90% de l'approvisionnement vient de variétés forestières améliorées. Si on ne peut pas plus, c'est qu'on n'a pas la capacité de production de graines et donc on est en limite d'approvisionnement avec les vergers à graines existants. Pour le Douglas, on est exactement dans la même situation, on est avec des pénuries et avec des besoins encore croissants de mise en place de structures de production de graines.
Si on s'intéresse aux critères de sélection utilisés, il faut savoir que le matériel issu de sélection, il a été évalué dans des zones de reboisement qui étaient alors considérées les plus importantes dans les années 70 à 2000, donc des zones potentielles d'utilisation qui sont peut-être plus forcément les zones potentielles d'utilisation de ces espèces dans les années à venir. Et ça va être peut-être des choses qui vont nous demander de regarder le comportement de ces variétés. Elles sont issues finalement d'une sélection, après avoir examiné leur performance et les scénarios sylvicoles qui étaient préconisés à l'époque, avec les densités de l'époque, les interventions en éclaircie de l'époque, etc. Donc ça c'est important à savoir pour l'évaluation du matériel. Et ce que je tiens à dire également, c'est que lorsqu'on fait du travail de sélection, on fait vraiment porter la sélection au niveau de l'individu. Ce qui compte, c'est de sélectionner des reproducteurs, des arbres reproducteurs qu'on va rassembler dans ces structures de production de graines. Donc on y met une forte part individuelle et que peut-être on sous-estime finalement l'évaluation d'une population d'arbres. Et je pense que le résultat de la performance de la population d'arbres, comme elle combine de toute façon les effets certes génétiques avec les effets environnementaux et les effets d'itinéraire sylvicole, c'est quelque chose qui doit être évalué aussi après. Alors en termes de critères, je vais vous les classer par ordre de priorité dans les programmes de sélection multicritères. Le critère 1, c'est l'adaptation, adaptation au sens très large, climat, station, ravageurs. Production en volume, c'était finalement la lettre de mission qui avait été donnée à tous ces programmes de sélection dans les années 70, participer aux efforts pour approvisionner avec du matériel qui poussait fortement. Des critères de forme extérieure des tiges, de branchaison également, et seulement, vous voyez bien, qu'arrive à la fin le critère qualité du bois, et s'il arrive à la fin, il arrive à la fin pour nous du fait de l'âge duquel on est capable de l'apprécier, et que si on attend d'avoir cet âge, on n'aurait rien fait avant, et donc en fait, dans le processus, il arrive à la fin, mais il est quand même évalué. Alors ce que je voulais dire sur ces propriétés du bois, la stratégie choisie, c'est la stratégie du best guess. Déjà, on essaie d'éviter de faire des bêtises, donc on contre-sélectionne tout ce qui est à défaut. Donc le parti pris, c'est tout ce qui est à défaut d'origine génétique, on contre-sélectionne, on n'essaie pas trop faire de bêtises. On essaie d'améliorer la notion d'homogénéité du matériau, donc on travaille sur la valeur intrinsèque intra-arbre, sur une homogénéité. Et puis après, je dirais la stratégie de toutes les variétés qui sont actuellement sorties, c'était essentiellement de maintenir le niveau de densité du bois connu pour l'espèce. C'était véritablement éviter une contre-sélection en ayant choisi des caractères d'adaptation, de croissance et de forme, ne pas avoir contre-sélectionné sur ces valeurs moyennes. Alors si on regarde maintenant ce que l'on sait de l'efficacité de cette sélection, alors je vais vous citer les exemples sur le pin maritime, où on est à l'heure actuelle en train de diffuser les gains génétiques de la 3e génération de sélection. Et on a déjà les gains réalisés, observés, mesurés sur un très grand nombre de tests et même de plantations. Et on s'aperçoit que on a un gain génétique qui est soutenu sur les caractères de production au volume. C'est quasiment plus 15% à chaque génération, et on n'a pas encore atteint le plateau. Et on a également un gain significatif sur les caractères de rectitude, même si vous voyez que là, du coup, on arrive maintenant à une situation où, du fait d'antagonisme entre caractères, on arrive finalement à moins pouvoir optimiser ce qui se passe. Donc ces gains de productivité finalement obtenus avec ce matériel amélioré, ça se traduit forcément par des possibilités de rotation plus courtes, mais aussi par une proportion de bois juvénile plus élevée, qui fait que nous, je dirais en termes de généticiens, d'améliorateurs, on va aller regarder d'un peu plus près ce que l'on peut piéger en termes de variabilité génétique sur ces propriétés du bois juvénile pour essayer d'améliorer cette partie spécifique.
Ce que je voulais dire d'autre, c'est un exemple également de gain génétique réalisé cette fois-ci sur le peuplier, qui est finalement l'espèce sur lequel on a des vraies études, je dirais, technologiques, hein, d'évaluation de la qualité des nouveaux cultivars de peuplier. Et ce qui est intéressant, c'est de voir quand même que bon, la génétique, ça a quand même un sens. Parce que dans toutes ces études, on a encore montré qu'il y avait un effet génétique, donc un effet cultivar très très supérieur à l'effet station, à l'effet site, sur tout un tas de caractères, infradensité, masse volumique, taux d'écorce, rendement en pâte, forme des phytes, clarté du bois, et puis même présence de défauts tels que le bois de tension. Et ce que je voulais vous illustrer également ici, c'est l'évolution finalement de la qualité de ces cultivars, où lorsqu'on prend ce qui avait été étudié dans le référentiel de 2009 avec les cultivars les plus anciens, et quand on regarde finalement le classement pour le même type de défaut de cultivars plus récents, on voit bien systématiquement que la nouvelle batterie de clones a bien baissé sur la partie présence de bois de tension. Alors maintenant, on travaille nous maintenant sur les attentes en matière de variété forestière améliorée. On sait qu'on a des attentes qui sont diversifiées, qui évoluent rapidement. Nous, on essaie de se tenir au courant de ce qui est demandé, mais notre constat, en tant que généticien, c'est qu'on sent bien que depuis 5-6 ans, tout bouge, et que tout bouge vers davantage des demandes de diversification. Donc la demande de diversification, ça va être pour nous une sélection de plus en plus multicritères, avec toujours dans l'idée d'avoir une production durable dans un contexte de changement climatique et de maintien de compétitivité. Donc pour nous, le travail il change. On avait finalement un travail sur une adaptation moyenne, standard, sur des zones potentielles de reboisement, de travailler sur le volume, la forme et la densité. Et aujourd'hui, quand on nous parle d'adaptation, on nous parle d'adaptation beaucoup plus précise, adaptation à des contraintes qui peuvent être très variées, contraintes de température, sécheresse, vent, risques biotiques, travailler finalement sur de la rusticité, de la résilience de peuplement, alors que nous on fait de la sélection individuelle, donc je vous dis que là il y a la difficulté de passer de l'échelle arbre à l'échelle peuplement. On nous demande de travailler pas non plus seulement sur une production en volume, mais sur une dynamique de croissance, d'être donc là aussi beaucoup plus fin, travailler sur des critères d'efficience, toujours sur des caractères de forme, et puis quand on dit qualité, c'est qualité pour différents usages. Et tout ça, c'est en parlant que produit bois, et puis en fait, on nous demande, et à juste titre, d'avoir une gestion explicite de la diversité génétique au sein de ces variétés, et donc d'avoir cette notion de maintenir un certain niveau de diversité génétique pour le renouvellement finalement de la forêt, soit ultérieurement possible par voie de régénération naturelle, mais aussi pour maintenir des possibilités de sélection naturelle des peuplements. Donc nous, pour pouvoir travailler je dirais, sur ces nouvelles demandes, on s'aperçoit qu'il faut qu'on continue à approfondir des connaissances sur ce triptyque qui est hyper important, de l'adaptation, de la croissance, des termes qualité du bois. Et quand on dit adaptation, donc on voit bien que c'est à la fois travailler la diversité génétique toujours sur les réponses aux contraintes biotiques, sur les réponses aux contraintes abiotiques, mais en les précisant. On a bien conscience, et ça se voit, on le voit déjà dans tous nos essais, qu'on doit travailler avec des contextes de saison de végétation qui sont beaucoup plus longues et qui vont forcément avoir un impact et sur la dynamique de croissance et sur la qualité des bois. En termes de croissance, donc travailler sur la dynamique d'accroissement intra-annuel, comme je vous le dis, c'est quelque chose qui devient important et qui va devenir aussi important sur le lien avec les propriétés du bois. Sur la croissance, on voit bien qu'il y a des changements de choix en matière d'itinéraire sylvicole et qu'il va falloir nous travailler sur les interactions génotype-environnement. Bon, les péages, il existe toujours et on doit toujours en prendre compte, et puis donc il y a toutes ces propriétés. Donc pour approfondir les connaissances, il faut qu'on continue un travail qui avait été amorcé de décomposer les caractères complexes,
parce que c'est en les décomposant qu'on arrive à mieux trouver les sources de variation génétique, le déterminisme génétique, et c'est en les décomposant qu'on trouvera la flexibilité en sélection. Alors, je voulais vous citer seulement le cas des demandes à l'heure actuelle, de travailler sur peuplier par exemple, sur le rendement en bioéthanol, où on doit travailler sur le côté rendement en termes de quantité, mais aussi sur des termes qualitatifs qui sont liés ici au process, hein, qui vont nous donner aussi des caractéristiques de teneur chimique du matériau, composition chimique, mais aussi interaction avec le process, suivant le cocktail d'enzymes qu'on va mettre dans le cocktail. Donc on s'aperçoit qu'on est obligé de passer à étudier pour nous, généticiens, variabilité génétique, héritabilité, corrélation génétique, corrélation liée aux effets d'environnement commun. On a besoin de faire tout ça. Pour approfondir les connaissances, on doit aussi privilégier une décomposition, cette fois-ci dynamique et fonctionnelle. Donc travailler sur véritablement la formation du bois en partenariat avec nos collègues. Et je dirais que ça, c'est, comme je le dis, hein, c'est des interactions disciplinaires avec tous nos collègues qui vont nous permettre d'identifier à quel niveau travailler. On doit travailler sur les relations entre caractères, parce que je ne veux pas oublier que c'est multicritère, et que ces approches sont souvent, jusqu'à présent, ciblées sur une seule propriété. On regarde ça les unes après les autres, alors qu'il faut tout regarder en même temps. Et c'est en regardant ces relations entre caractères qu'on arrivera peut-être à analyser les causes des antagonismes. Est-ce que c'est des déterminismes génétiques? Est-ce que c'est des relations physiologiques? Ça, c'est important. Pour approfondir les connaissances, il faut aussi utiliser la modélisation pour nous, parce qu'il faut justement pouvoir être capable de simuler. Et pour ça, je dirais, tous les outils de modélisation mis au point par nos collègues et dans lesquels on peut mettre une variabilité génétique sur un certain nombre de paramètres, ça, c'est des choses qui pour nous sont importantes. Elles ont été faites déjà pas mal sur tous les modèles de croissance. Par contre, il n'y a pas eu assez de choses, et je pense qu'il y a beaucoup d'études à développer sur les aspects qualité, où on puisse, je dirais, nous, sur les paramètres, pouvoir donner des facteurs de variation génétique pour essayer de mesurer les possibilités d'impact. Se doter des meilleurs outils, hein, il n'y a pas que des connaissances, on doit être aussi efficace en termes d'outils pour aller concrètement vers de la sélection, hein, le gain génétique. C'est un fruit de plusieurs composantes, être plus précis en prédiction, être capable d'utiliser une forte intensité de sélection en screenant une large variabilité génétique, et tout ça en faisant ça un minimum de temps. Et du coup, pour être précis en prédiction, il nous faut vraiment trouver les meilleurs caractères, les meilleurs proxys des différents usages, que nous, on serait capable de mesurer sur un très grand nombre d'arbres. Et ça, je dirais, on le voit bien par exemple sur un critère qui est la durabilité du bois. Il faut qu'on s'éloigne de l'évaluation telle qu'elle peut être faite de façon normative pour aller, nous, vers des proxys qui peuvent être des proxys accessibles par de simples analyses chimiques à gros débit sur notre matériel. Mais il reste plein d'usages et plein de caractéristiques où nous, on ne connaît pas vraiment les meilleurs proxys et on attend de ces proxys. On a aussi besoin de poursuivre le développement des plateformes de phénotypage multicritères et de protocoles de référence. Et quand je dis multicritères, c'est qu'on a besoin de regarder tous les critères sur tout. On a besoin d'accéder au haut débit avec des méthodes indirectes. Et pour nous, actuellement, le front, c'est vraiment d'obtenir des calibrations à l'intérieur de nos différentes espèces pour tout un tas de prédicteurs. Il y a énormément d'efforts qui sont posés là-dessus. Et puis après, on cherche à gagner du temps grâce à une sélection génomique, où la sélection génomique, ce n'est pas s'occuper de quelques gènes. Hein. La sélection génomique, c'est baliser le génome pour entraîner tous les gros et petits gènes qui sont impliqués dans tous ces caractères, dans toutes les corrélations entre caractères, pour être efficace. Donc en conclusion, hein, l'innovation variétale pour de nouvelles sylvicultures et de nouveaux usages, actuellement, elle ne nous semble pas limitée par le niveau de variabilité génétique qui est disponible à l'intérieur des espèces. Il faut savoir que la variabilité, elle est grande, il faut savoir l'explorer, et ça, c'est le gros de notre travail. Il nous faut trouver les déterminants des différentes propriétés d'intérêt, les différents déterminants génétiques, et ça, on a besoin, je dirais, du travail de collaboration avec tous nos collègues sur les sciences du bois et autres. Identifier les proxys mesurables de façon non destructive et au débit,
s'attacher à mieux comprendre la covariation quantité-qualité, parce que ça nous concerne aussi, il y a des corrélations génétiques, quantifier les interactions avec le milieu pour ses propriétés, parce que c'est incontournable, hein. On a dit qu'il va falloir s'adapter à des évolutions de conditions de milieu qui vont être différentes en Bourgogne, en Limousin, dans le sud-est, etc. S'attacher à comprendre les effets ontogéniques, puisqu'on touche à ces histoires d'âge avec ces histoires de raccourcissement de rotation. Et puis, pour nous, il semble important d'avoir des études socio-économiques pour une évolution réussie de l'innovation, parce que, je dirais, techniquement, on peut peut-être sortir du monde matériel, mais il y a tout le travail après, que cette innovation, elle aille être diffusée, comprise, bien utilisée. Et puis, moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on prépare la filière graines et plants à des demandes de diversification, parce qu'elle fait très très peur à la filière graines et plants. La filière graines et plants trouve que gérer plus de 3 RG à graines sur une espèce, c'est très lourd, hein, et c'est beaucoup, et alors qu'on est dans un contexte de demande de diversification. Donc, on a besoin de vraiment ce dialogue. Voilà.